Dans les basses fonds de Chicago, il existe une règle que tous les civils connaissent. Ne jamais toucher un Calloway. Laura Mercer a enfreint cette règle devant 50 témoins. Elle ne l'a pas fait pour le séduire. Elle l'a fait pour le sauver. Mais dans le monde impitoyable de la restauration haut de gamme, aucune bonne action ne reste impunie. En quelques secondes, elle s'est retrouvée à la rue, licenciée sans salaire. Mais le directeur qui lui a crié de partir n'avait pas compris une chose. L'homme que Laura avait touché n'était pas seulement ivre, il était en train de mourir. Et Laura était la seule à savoir pourquoi. Voici l'histoire d'un pourboire de 20 $ qui a déclenché une guerre. L'odeur du Victoria's était toujours la même. Huile de truffe hors de prix, wagyu grillé et peur. Laura Mercer ajusta son tablier, légèrement trop grand pour elle, et essuya une goutte de sueur sur son front avec le dos de sa main. C'était vendredi soir dans le centre-ville de Chicago, et le restaurant était un champ de bataille où s'entrechoquaient les couverts et où murmuraient les millionnaires. La table 4 a besoin d'être resservie en Bordeaux 82. Et si tu renverses une goutte, je déduirai la bouteille de tes organes. Gisèle, la responsable de salle, siffla en passant à toute vitesse. Gisèle était une femme qui semblait avoir été sculptée dans la glace et habillée en Prada. Elle détestait Laura. Ce n'était pas pour une raison particulière, si ce n'est que Laura était pauvre, fatiguée et faisait actuellement des doubles services pour payer la dialyse de sa mère. La pauvreté avait une odeur, et Gisèle la trouvait désagréable pour son nez délicat. « Oui, mademoiselle Grant », murmura Laura en gardant la tête baissée. Elle attrapa la lourde carafe en cristal et traversa la salle à manger faiblement éclairée. Victoria's n'était pas seulement un restaurant, c'était un terrain neutre. Il appartenait à la famille Calloway. Si vous viviez dans cette ville, vous connaissiez ce nom. Vous ne le prononciez pas à voix haute et vous ne les regardiez certainement pas dans les yeux s'ils entraient. L'atmosphère de la pièce changea instantanément. C'était un changement physique, comme la chute de la pression atmosphérique avant une tornade. Les lourdes portes doubles en chaîne s'ouvrirent. Les conversations cessèrent. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin de la bouche. Entraîne alors une phalange d'hommes en costume sombre, se déplaçant avec la synchronisation meurtrière d'une meute de loups. Au centre se trouvait Salvatore Calloway, l'aurore. C'était un homme âgé, distingué mais terrifiant. Mais ce soir-là, tous les regards étaient tournés vers l'homme qui marchait légèrement derrière lui, Dante Calloway. C'était l'héritier, le prince de Chicago. Il était grand, vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que tous les gains de Laura au cours de sa vie. Ses cheveux étaient foncés, coiffés en arrière, et sa mâchoire était si anguleuse qu'elle aurait pu couper du verre. Mais Laura, formée par des années passées à observer sa mère malade, remarqua autre chose. Il vacillait. C'était subtil. Une légère inclinaison vers la gauche, un tremblement dans sa main droite alors qu'il ajustait sa manchette. Sa peau, d'habitude d'un teint olive éclatant, semblait cireuse et grise sous la lumière des lustres. Il est blessé. Laura sentit sa main se crisper sur la carafe à vin. L'entourage se dirigea vers la loge VIP à l'arrière, celle qui était surélevée sur un podium, séparée par une corde de velours rouge. C'était la salle du trône. Laura lança Gisèle, apparaissant à ses côtés comme un spectre. « Ne le regarde pas. C'est parti. Va à la cuisine et apporte le plateau d'antipasti pour la table Calloway maintenant. Et va envoyer tes regards admiratifs ailleurs. » Laura ne discuta pas. Elle se précipita vers la cuisine, le cœur battant à toute rompre. La cuisine était en plein chaos, mais elle attrapa l'énorme plateau en ardoise rempli de charcuterie et de fromage. Il était lourd. En repassant les portes battantes, elle vit la scène qui se déroulait près de la section VIP. Dante Calloway s'était arrêté. Il agrippait le dossier d'une chaise en acajou, les jointures blanchies. Sa respiration était saccadée, audible, même par-dessus la musique jazz douce qui jouait. Son père, Salvatore, était déjà assis et riait à quelque chose que lui avait dit un garde du corps, inconscient de la détresse de son fils. Laura s'approcha avec l'intention de poser le plateau sur la table d'appoint. Alors qu'elle passait devant Dante, celui-ci vacilla. Ce n'était pas un simple trébuchement. C'était un effondrement. Ses genoux se dérobèrent en sous lui. Le temps sembla ralentir. Sans réfléchir, poussée par son instinct et par le diplôme d'infirmière qu'elle avait abandonné à mi-parcours faute de moyens, Laura laissa tomber le coûteux plateau d'antipasti. Crash. La céramique se brisa. Le prosciutto et le gouda coûteux volèrent à travers le sol en marbre immaculé. Mais Laura s'en moquait. Elle se précipita en avant, rattrapant Dante Calloway juste avant que sa tête ne heurte le coin de la table.
Elle passa son bras sous son aisselle et appuya son autre main à plat contre sa poitrine pour le stabiliser. Il était incroyablement lourd, un poids mort de muscles solides. Elle sentait la chaleur qui se dégageait de lui à travers sa veste de costume. Il était brûlant. « Je te tiens », murmura-t-elle, tendue sous son poids. La tête de Dante bascula en arrière, ses yeux à demi ouverts. Ils avaient la couleur des nuages d'orage, voilés par la douleur. Il la regarda, confus et tourmenté. « À l'aide !» murmura-t-il d'une voix rauque, à peine audible. « Lâchez-le !» Le cri déchira la pièce. Gisèle traversait la salle à toute vitesse, le visage déformé par l'horreur. Derrière elle, eux des gardes du corps de Calloway avaient sorti leurs armes, mais les tenaient baissées. Leora se figea, mais elle ne lâcha pas prise. Si elle lâchait prise, Dante tomberait. « Il s'effondre », dit Leora d'une voix tremblante, mais forte. « Il a besoin d'une chaise. Quelque chose ne va pas avec lui. Espèce de petite vagabonde maladroite et incompétente. » Jazelle les rejoignit, attrapa Leora par l'épaule et la tira en arrière. La force de l'attraction arracha Leora de Dante. Privé de soutien, Dante Calloway s'effondra. Il heurta le sol, non pas avec un bruit sourd, mais avec un bruit lourd et écœurant, atterrissant au milieu du fromage éparpillé et de la céramique brisée. La salle à manger retint son souffle. Salvatore Calloway se leva instantanément. Dante, Jazelle se tourna vers Leora, les yeux exorbités. « Tu l'as touché. Tu l'as fait trébucher. Regarde ce que tu as fait. Je ne l'ai pas fait trébucher, » cria Leora en reculant, les mains levées. « Je l'ai rattrapé. Il s'est évanoui. »« Liari !» hurla Gisèle, jouant pour le public, jouant pour la terrifiante Dawn qui se tenait à 1 mètre d'elle. Elle devait rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Si l'héritier Calloway était blessé sous sa surveillance, elle était morte. Ce devait être la faute de la serveuse. « Je t'ai vu. Tu le reluquais. Tu as glissé à cause de ta maladresse et tu l'as entraîné dans ta chute. Tu as agressé un client. » Salvatore était agenouillé à côté de son fils, tapotant le visage de Dante. Dante gémissait, se tenant le côté. Gisèle se tourna vers Leora, pointant un doigt manucuré vers la sortie. « Tu es viré. Sors d'ici. Sortez de mon restaurant avant que je ne fasse appel à la police pour vous faire expulser pour agression. »« Mais il est malade !» supplia Laura en regardant l'homme allongé sur le sol. Elle vit alors une tache sombre s'étendre sur le côté de la veste anthracite de Dante. Ce n'était pas du vin, il saigne. Regardez son flanc. Sortez. Jazelle poussa Leora vers les portes de la cuisine. « Ne vous avisez pas de parler de lui. Vous êtes fini dans cette ville. » Mercier a terminé. Leora regarda Dante une dernière fois. Ses yeux rencontrèrent les siens depuis le sol. Il était à peine conscient. Il la regardait avec une intensité qui la terrifiait. L'humiliation lui brûlait les joues plus fort que le feu. Les larmes lui piquaient les yeux. Elle arracha son tablier, le jeta sur une pile de linge sale et courut vers la porte arrière qui donnait sur la ruelle. Le vent de Chicago en novembre était cruel. Il ne soufflait pas seulement. Il mordait. Leora se tenait dans la ruelle derrière Victoria, tremblant violemment. Elle ne portait que sa fine chemise blanche et son pantalon noir. Son manteau était toujours dans le casier des employés, mais elle était trop terrifiée pour retourner le chercher. La voix de Gisèle résonnait encore dans ses oreilles. Licenciée. Ce mot lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Elle devait payer son loyer dans 3 jours. La participation aux frais médicaux de sa mère s'élevait à 400 $. Elle n'avait que 17 $ sur son compte bancaire. Elle s'appuya contre le mur de briques, glissa jusqu'à toucher le trottoir mouillé et enfouit son visage dans ses genoux. Elle sanglotait bruyamment, d'un son rauque qui résonnait dans la ruelle déserte. « Ce n'était pas juste. Rien n'était jamais juste. Stupide, murmura-t-elle pour elle-même. Stupide complexe du héros. Tu aurais dû le laisser tomber. » Mais elle savait qu'elle n'aurait pas pu. Elle avait senti son pouls quand sa main avait effleuré son cou. Il était faible et irrégulier, et il y avait cette tache. Soudain, la lourde porte métallique du restaurant s'ouvrit brusquement. Leora se releva précipitamment, s'essuyant les yeux, s'attendant à voir Gisèle venir lui crier dessus, ou peut-être la police. Elle se prépara à courir. Mais ce n'était pas Gisèle, c'était l'un des gardes du corps. Un homme gigantesque, le crâne rasé et une cicatrice traversant son sourcil. Il avait l'air affolé. Il scruta l'allée d'un regard hagard jusqu'à ce qu'il aperçoive Leora qui tremblait près des poubelles. « Toi !» aboya-t-il. Leora sursauta. « Je m'en vais, je m'en vais. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de mon manteau. »« Tais-toi !» grogna l'homme en se précipitant vers elle. Il ne l'attaqua pas. Il lui attrapa le bras, mais sans agressivité ni désespoir. « Tu as dit qu'il saignait. » Leora cligna des yeux, confuse, mettant fin à sa panique.
Quoi? À l'intérieur, avant que cette sorcière ne te mette dehors. Tu as crié qu'il saignait. Comment le savais-tu? J'ai vu la tache, balbutia Laura. Sur sa veste, plus foncée que le tissu, et il protégeait son côté droit. Sa peau était diaphorétique, moite, humide. On aurait dit un choc hypoalmique. Les yeux du garde du corps s'écarquillèrent. Tu es médecin, tu as abandonné tes études d'infirmière, dit-elle. Pourquoi? Entrez ici maintenant. Pas question. Laura recula. Jazel m'a viré. Elle a dit, si je revenais, elle appellerait les flics. Je ne veux pas être impliqué si le patron ne me le demande pas, dit le garde du corps, sa voix descendant à un registre terriblement grave. Dante ne se réveille pas. L'ambulance est à 10 minutes. On ne peut pas attendre 10 minutes. Il n'attendit pas sa permission. Il la tira à travers les portes métalliques. La cuisine était silencieuse. Les chefs étaient plaqués contre les murs, l'air terrifié. Les portes battantes de la salle à manger étaient ouvertes. Leora fut traînée dans la salle à manger. La scène était chaotique. Les tables étaient renversées. Les clients avaient été évacués ou se recroquevillaient dans les coins. Don Calloway gisait sur 2 tables rapprochées. Sa chemise était déchirée. Il y avait du sang partout. Giselle se tenait là, les mains jointes, le visage pâle. Quand elle vit Leora, son visage se déforma. « Que fait-elle ici? Je t'avais dit de laisser la sécurité. » « Fais-la sortir. Silence. » Le rugissement venait de Salvatore Calloway. L'aube se tenait au-dessus de son fils, les mains couvertes de sang. Il leva les yeux, et la fureur dans son regard fit claquer la bouche de Giselle dans un clic audible. Salvatore regarda le garde du corps. « Eh bien, elle l'a vu, patron. Elle savait qu'il saignait avant même qu'il ne touche le sol. » Salvatore tourna son regard vers Leora. C'était comme être examiné par un lion. « Soignez-le. Je ne peux pas. » La voix de Leora tremblait. « Je suis serveuse. Je n'ai pas terminé mes études. Il vous faut un chirurgien. Le chirurgien est coincé dans les embouteillages. » Salvatore cria, perdant son sang-froid. « Il a une blessure par balle. Elle s'est rouverte. Il se vide de son sang. Faites quelque chose pour arrêter l'hémorragie jusqu'à l'arrivée du médecin ou je réduirai cette ville en cendres. » Leora regarda Dante. Il était maintenant pâle comme un linge. Sa poitrine bougeait à peine. Elle regarda Giselle. La gérante tremblait, terrifiée à l'idée que le fait d'avoir renvoyé Leora plus tôt puisse maintenant lui coûter la vie. Leora prit une inspiration. Elle refoula sa peur dans un petit coin de son estomac. Elle s'avança, sa voix changeant. Ce n'était plus la voix de la serveuse. C'était la voix de la femme qui avait maintenu sa mère en vie pendant 3 ans. « J'ai besoin de vodka, » ordonna Laura. « De l'alcool fort et des serviettes propres, en lin, pas en éponge. » Les barmen s'affairèrent. Laura s'approcha de Dante. Elle posa ses mains sur la blessure. C'était une déchirure irrégulière juste en dessous de ses côtes. Il avait dû être blessé par balle quelques jours auparavant et s'était lui-même recousu de manière approximative. La chute avait déchiré les sutures. « Giselle, » dit Leora sans lever les yeux. « Quoi? » balbutia la gérante. « Venez ici. Je ne supporte pas la vue du sang. Je m'en fiche, » s'écria Leora. « Venez ici et appuyez sur cette artère pendant que je panse la blessure. Si vous lâchez prise, il mourra. S'il meurt, son père vous tuera. Vous comprenez? » Giselle poussa un gémissement, mais elle s'avança et posa ses mains tremblantes et manucurées à l'endroit indiqué par Leora. Pendant les 6 minutes qui suivirent, Laura s'affaira. Elle versa de la vodka pour désinfecter. Elle pataqua la plaie avec des serviettes en lin pour favoriser la coagulation. Elle vérifia ses voies respiratoires. Elle surveilla son pouls. « Reste avec moi, » murmura-t-elle à Dante, écartant une mèche de cheveux trempés de sueur de son front. « Ne t'avise pas de mourir sur une table à manger. C'est un cliché. » Dante ouvrit les yeux. Ils étaient troubles, flous, mais ils trouvèrent son visage. Il cligna des yeux. « Toi, souffla-t-il. »« Oui, la clocharde maladroite, » murmura Laura. « Économise ton souffle. » Des sirènes retentirent au loin, se rapprochant. L'ambulance était là. Leora recula, les mains couvertes du sang de l'homme le plus dangereux de Chicago. Elle se sentait chargée. Les ambulanciers firent éruption, prenant immédiatement le relais. Ils chargèrent Dante sur un brancard. Le chaos se déplaça vers la sortie. Salvatore Calloway s'arrêta à la porte. Il se retourna. Il passa devant Giselle, qui sanglotait de soulagement, et s'arrêta devant Leora. Il fouilla dans sa poche et en sortit un mouchoir qu'il lui tendit. « Comment vous appelez-vous? » demanda-t-il. « Léa. Leora Mercer. »« Leora Mercer, » répéta Salvatore. Il regarda Giselle. « Vous l'avez licenciée. » Giselle déglutit péniblement. « Monsieur, c'était un malentendu. Je pensais qu'elle l'avait agressé. »« Vous êtes une idiote, » dit calmement Salvatore. « Sortez de ma vue. Si je vous revois dans cette ville,
Vous ne la quitterez pas en marchant. Gisèle s'enfuit. Elle ne prit même pas son sac à main. Elle sortit par la porte arrière, comme Leora l'avait fait quelques instants auparavant. Salvatore se tourna vers Leora. Vous lui avez sauvé la vie. Les médecins vont prendre le relais, mais vous lui avez fait gagner le temps dont il avait besoin. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, dit Leora. Non, Salvatore secoua la tête. N'importe qui d'autre aurait pris la fuite. Vous êtes resté. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une carte. Elle était noire avec des inscriptions dorées en relief. Un numéro de téléphone, rien d'autre. Rentrez chez vous. Lavez-vous. Demain matin, une voiture viendra vous chercher à 9 heures. Me chercher pour quoi faire? Demanda Leora. Le regard de Salvatore était dur, mais il y avait une lueur de respect dans ses yeux. Mon fils aura besoin d'une infirmière privée pendant sa convalescence. Je ne fais pas confiance aux hôpitaux. Je ne fais pas confiance aux étrangers. Mais il semble vous faire confiance. Je ne suis pas infirmière, insista Leora. Et je ne peux pas travailler pour vous. Je sais qui vous êtes. Salvatore se pencha vers elle. Vous venez de sauver Calloway Miss Mercer. Vous êtes déjà impliqué. De plus, il regarda autour de lui le restaurant vide. On dirait que vous êtes actuellement sans emploi et je paye 5 000 $ par semaine. Leora resta bouche bée. 5 000 $. C'était le coût du traitement de sa mère pour 3 mois. 9 heures. Salvatore dit que ce n'était pas une question. Il se retourna et sortit dans la nuit de Chicago, laissant Leora seule dans la salle à manger, tachée de sang, tenant la carte de visite du diable. Elle baissa les yeux vers ses mains. Elle tremblait encore. Elle avait été licenciée pour avoir touché le fils du patron. Maintenant, elle lui appartenait. La voiture qui arriva à 9 heures pile n'était pas une limousine. Les limousines étaient réservées aux bals de fin d'année et aux frimeurs. C'était un SUV, blindé noir mat, avec des vitres teintées si sombres qu'elles ressemblaient à des flaques d'huile. Leora embrassa le front de sa mère endormie. La machine de dialyse fredonnait sa berceuse mécanique rythmée dans un coin de leur appartement exigu. C'était le son de la vie de Leora, un compte à rebours qui nécessitait de l'argent pour continuer la tournée. « J'ai trouvé un travail d'infirmière privée, maman, » murmura Leora à la femme endormie. « Un client riche, excentrique. Je vais peut-être devoir rester quelques nuits. » Ce n'était pas un mensonge, pas entièrement. Mais lorsqu'elle sortit sur le trottoir délabré de son quartier et vit le chauffeur debout comme une statue à côté de la portière ouverte du SUV, elle eut l'impression de monter sur l'échafaud. Le trajet dura 40 minutes de silence. Le chauffeur, un homme au cou épais comme un tronc d'arbre, ne parla pas. Laura regarda la ville se transformer à travers le pare-brise blindé. Le trottoir fissuré et les bodegas du sud laissèrent une place aux pelouses impeccables et aux portails en fer forgé du nord. Ils ont pris une route privée qui serpentait à travers une forêt dense de chênes, dont les branches dénudées par le vent de novembre ressemblaient à des doigts squelettiques tendus vers la voiture. Puis le domaine Calloway est apparu. C'était une monstruosité de pierre grise et d'architecture gothique qui se dressait contre le ciel gris. Cela ne ressemblait pas à une maison. Cela ressemblait à une forteresse construite pour empêcher les gens d'entrer et garder les secrets à l'intérieur. Il y avait des caméras sur la clôture périphérique. Des hommes équipés d'oreillettes patrouillaient le terrain avec des Dobermans tenus en laisse par d'épaisses chaînes. La voiture s'arrêta sous un portique en pierre. Entrée. 3e étage. Elle est. Le chauffeur grogna. C'était la première chose qu'il avait dite. Leora attrapa son sac en toile, qui contenait sa blouse et des vêtements de rechange. Elle descendit du gravier, qui craquait bruyamment sous ses baskets. La porte d'entrée, une massive dalle de chaîne foncée renforcée de fer, s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Une femme âgée se tenait là. Elle portait une robe noire austère et ses cheveux gris étaient tirés en arrière si fort que la peau de son visage était tendue. C'était Madame Gable. « C'est vous, la jeune fille. » Madame Gable ne posait pas de questions. Sa voix était sèche comme du parchemin. « Je m'appelle Leora. Monsieur Calloway m'a engagé pour... Je sais pourquoi vous êtes ici. Monsieur Salvatore n'est pas présent. Il s'occupe d'affaires. Vous devez vous rendre immédiatement chez Monsieur Dante. » Madame Gable se retourna et s'éloigna, s'attendant à ce que Leora la suive. L'intérieur de la maison était étouffant. Il sentait le cire au citron, le vieux papier et quelque chose de métallique, comme de l'huile à fusil. Les plafonds étaient hauts de 6 mètres, projetant de longues ombres menaçantes. Chaque pas de Leora résonnait sur le sol en marbre, la faisant se sentir petite, comme une intruse dans un musée de prédateurs. Ils montèrent en un escalier en colimaçon. L'air se réchauffait à mesure qu'elle montait, devenant étouffant.
Le médecin est venu hier soir, dit Madame Gable sans se retourner. Il a recousu la plaie et mis en place une transfusion. Mais Monsieur Dante est difficile. Il refuse d'aller à l'hôpital. Il refuse le personnel. Il a cassé le nez de la dernière infirmière il y a 2 ans. Leora trébucha légèrement sur une marche. Il a fait quoi? Madame Gable s'arrêta et lui lança un regard froid. Il souffrait. Un animal blessé mort, Mademoiselle Mercer. Ne le prenez pas personnellement, mais ne le laissez pas se vider de son sang. Salvatore a été très clair. Si son fils meurt, vous serez responsable. Responsable. Dans le dialecte Callaway, ce mot signifiait mort. Ils arrivèrent au 3e étage. Au bout d'un long couloir bordé de portraits d'hommes austères, Madame Gable désigna une double porte. « Entrez, je vais faire apporter à manger. Ne quittez pas la chambre, sauf si la maison est en feu. » Madame Gable se retourna et s'éloigna, ses pas s'évanouissant dans le silence. Leora se tenait devant la porte, le cœur battant à tout rompre comme un oiseau pris au piège. Elle prit une profonde inspiration, essayant de faire appel au détachement clinique qu'elle avait appris lors de sa première année d'école d'infirmière. « Ce n'est qu'un patient, se dit-elle. Juste un corps avec une partie cassée. » Elle poussa la porte. La pièce était immense, plongée dans l'ombre. De lourds rideaux de velours étaient tirés, bloquant la lumière du jour. La seule source de lumière provenait d'une lampe posée sur une table de chevet et des écrans lumineux des appareils médicaux qui semblaient déplacés au milieu du mobilier antique. L'air était chaud, chargé d'une odeur de fièvre, de sueur et de maladie. Leora traversa silencieusement le tapis persane. Au centre de la pièce se trouvait un immense lit à baldaquin. Dante Callaway y était allongé, emmêlé dans des draps de soie humides de sueur. Il était torse nu, le torse enveloppé de bandages blancs propres qui contrastaient fortement avec sa peau bronzée. Même endormi, il avait l'air dangereux. Ses sourcils étaient froncés, sa mâchoire serrée. Leora s'approcha lentement du lit. Elle posa son sac et prit le dossier que le médecin avait laissé sur la table de chevet. Blessure par balle à l'abdomen droit, lacération du foie, degré 2, perte de sang importante, risque élevé d'infection. Elle le regarda. Il était beau d'une manière terrifiante. Ses cheveux noirs collaient à son front. Une cicatrice longeait sa clavicule. Des tatouages représentant des vignes noires et des inscriptions en latin disparaissaient sous la ceinture de son pantalon de survêtement taille basse. Elle tendit la main pour vérifier la perfusion. Ses doigts effleurèrent le dos de sa main. Sa peau était brûlante. « D'accord, » murmura-t-elle. « Vérifiez les signes vitaux. Changez le pansement. Reste en vie. » Elle prit le thermomètre sur le plateau. Alors qu'elle se penchait sur lui pour le placer près de sa tempe, l'air dans la pièce se mit à bouger dans un mouvement trop rapide pour être suivi, et une main se leva brusquement. Leora eut le souffle coupé lorsque des doigts puissants se refermèrent sur son poignet, écrasant ses os délicats. Les yeux de Dante s'ouvrirent brusquement. Ils n'étaient plus vitreux. Ils étaient grands, sauvages et dilatés. Il ne voyait pas une infirmière. Il vit une menace. « Qui vous envoie ?» grogna-t-il d'une voix rauque et cassée. Avant que Leora n'ait pu répondre, il lui tira le bras. Leora perdit l'équilibre et tomba en avant, atterrissant lourdement sur le bord du matelas. Dante se déplaça avec une rapidité qui n'aurait pas dû être possible pour un homme qui avait perdu 1 litre de sang. Il se tordit, immobilisant le haut de son corps avec son avant-bras contre sa gorge. « Parle !» rugit-il en montrant les dents. Laura fixa les yeux de l'homme qu'elle avait sauvé. Elle n'y vit aucune gratitude, seulement de la violence. La pression sur sa trachée était absolue. Laura griffa son bras, ses ongles raclant sa peau brûlante. Mais c'était comme essayer de déplacer une poutre d'acier. « Dante » articula-t-elle dans un souffle. « Je suis la serveuse. » Il cligna des yeux. Le brouillard dans ses yeux gris se dissipa pendant une fraction de seconde, puis se rebrouilla de douleur et de paranoïa. Il grimaça, pris d'un spasme de douleur qui lui déchirait le côté, là où les pointes de suture tiraient. Mais il ne lâcha pas prise. « Serveuse » dit-il d'une voix rauque. « Victoriaos. »« Oui » répondit-elle dans un souffle. « Tu t'es évanouie. Ton père m'a engagé. » Dante la fixa, la poitrine haletante. L'adrénaline luttait contre la perte de sang. Lentement, douloureusement, la reconnaissance s'installa. Il se souvint du bruit de l'assiette qui se brisait. Il se souvint de l'odeur de ses cheveux quand elle l'avait surpris, vanille et pluie. Il relâcha sa gorge, la repoussant alors qu'il s'effondrait sur les oreillers. Il poussa un gémissement qui semblait venir du plus profond de sa poitrine. Leora recula précipitamment, toussant, se frottant le cou. Elle aurait dû s'enfuir. Elle aurait dû courir vers la porte, passer devant Madame Gable et continuer à courir jusqu'à la frontière de l'État. Mais elle regarda le moniteur.
Son rythme cardiaque était en train de monter en flèche, 140 battements par minute. Tu l'as déchiré, dit-elle. Elle désigna son flanc. Une nouvelle tache rouge s'étalait sur les bandages blancs. Fais-nous sortir d'ici, marmonna Dante en fermant les yeux, le visage déformé par la douleur. Je n'ai pas besoin d'une babysitter. Dis à Salvatore d'aller au diable. Je ne peux pas, dit Leora, surprise par la fermeté de sa propre voix. Elle se leva, lissant sa chemise. Il me paye 5 000 $. À moins que tu n'aies 5 000 $ sur toi pour me payer pour que je parte, je reste. Dante ouvrit un œil. Il était injecté de sang. Il la regarda avec un mélange d'incrédulité et d'agacement. Tu restes pour l'argent. J'ai des factures à payer. Tu as un trou dans le côté. Nous avons tous les deux des problèmes. Elle se dirigea vers le lavabo dans le coin de la pièce et se lava soigneusement les mains avec du savon antibactérien. Elle sentait son regard sur son dos, suivant chacun de ses mouvements comme un prédateur observant sa proie. Elle enfila une paire de gants en latex et retourna au chevet du lit. « Je dois changer ce pansement. Tu saignes à travers. Ne me touche pas, l'avertit-il. Si je ne te touche pas, tu vas faire une septicémie. Si tu fais une septicémie, tu vas mourir. Si tu meurs, je ne serai pas payé. Alors tais-toi et laisse-moi travailler. » Elle n'attendit pas sa permission. Elle attrapa le bord du bandage. Dante tressaillit lorsque ses doigts effleurèrent sa peau, ses muscles abdominaux se contractant fortement. Il était fait de fer. Chaque muscle était défini et tendu, mais la chaleur qui se dégageait de lui était alarmante. Il était en proie à une forte fièvre. « Ça va faire mal », murmura-t-elle d'une voix plus douce. Elle commença à retirer le sparadrap. La plaie était enflammée et rouge autour des points de suture noirs et irréguliers. C'était affreux, un témoignage de violence. Dante ne fit aucun bruit, mais ses mains agrippèrent les draps de soie si fort que ses jointures blanchirent. Il fixait le plafond, respirant rapidement et superficiellement. Leora travaillait avec des mouvements efficaces et doux. Elle nettoya la zone avec du sérum physiologique. Son toucher était léger comme une plume. « Parlez-moi, dit-elle doucement. »« Quoi ?» répondit-il entre ses dents serrées. « Distrayez-vous. Parlez-moi. Pourquoi êtes-vous tombé au restaurant? »« J'étais ivre. » Il mentit. « Vous étiez en état de choc hypoalémique, » le corrigea-t-elle en appliquant la pommade antibiotique. « Et vous étiez sceptique. Vous avez attendu 3 jours avant de vous faire soigner, n'est-ce que pas? » Dante tourna la tête pour la regarder. La douleur lui brouillait la vue, mais son visage était net. Elle n'était pas belle comme les femmes avec lesquelles il sortait habituellement. Belle comme des poupées en plastique. Elle était réelle. Elle avait des cernes sous les yeux, les cheveux en bataille et une détermination dans le regard qui l'intriguait. « 4 jours, corrigea-t-il. « Pourquoi? » Parce que Dante, dit-il d'une voix qui se réduisit à un murmure. La personne qui m'a tiré dessus était censée me protéger. Je ne savais pas qui d'autre s'était retourné. Leora s'interrompit, les mains suspendues au-dessus de sa peau. Un frisson qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce lui parcourut l'échine. Ne fais confiance à personne. C'était la règle ici. Eh bien, dit Leora en appliquant un nouveau morceau de gaz et en le fixant solidement avec du sparadrap. Je ne suis qu'une serveuse. Je n'ai pas d'armes et je veux que tu restes en vie pour pouvoir payer mon loyer. Je suis probablement la personne la plus sûre dans cette maison. Dante eut un petit rire sec qui se transforma en quinte de tout. La personne la plus sûre, se moqua-t-il. Tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves, Leora. C'était la première fois qu'il prononçait son nom. Cela semblait intime, dangereux sur sa langue. Je sais que je suis dans la maison Calloway, dit-elle en remontant le drap jusqu'à sa taille. Maintenant, je dois te laver. Tu as 39,5 degrés Celsius de fièvre. Si tu atteins 40 degrés Celsius, tu risques d'avoir des convulsions. Non, dit-il faiblement. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu es brûlant. Elle alla à la salle de bain et revint avec une bassine d'eau tiède et un chiffon doux. Les bras d'abord, ordonna-t-elle. Dante ne lui résista pas cette fois-ci. Il perdait la bataille contre l'épuisement. Alors qu'elle passait le chiffon humide et frais sur son bras musclé, recouvert de tatouages complexes, il l'observait. La sensation était exaspérante. Il était habitué à la douleur. Il était habitué aux mains rugueuses, au combat, au contact froid du métal. Il n'était pas habitué à cette douceur. Elle lui semblait étrangère, presque invasive. « Pourquoi m'avez-vous attrapé ?» demanda-t-il soudainement. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de l'eau qui coulait dans la bassine. Leora s'arrêta à son poignet. Elle regarda sa main couverte de cicatrices. « Ma mère est malade, » dit-elle doucement. « J'ai passé les 3 dernières années à la rattraper quand elle tombait. C'est un réflexe. Quand je vois quelqu'un souffrir, j'agis. Je ne pense pas que ce soit un réflexe. » Songea Dante.
Ses paupières étaient lourdes. La fièvre l'accablait. C'est un réflexe dangereux à avoir près de moi. Peut-être, dit Leora. Elle déplaça le linge vers son cou. Il se pencha involontairement vers elle, un soupir s'échappant de ses lèvres. Laura, murmura-t-il. Il dérivait maintenant, le délire reprenant ses droits. Je suis là. Vérifie la porte, murmura-t-il, les yeux fermés. La porte est verrouillée, Dante. Sous l'oreiller, marmonna-t-il, les mots s'embrouillant. Vérifie. Sous. Il s'endormit. Leora resta là un moment, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. L'homme féroce et terrifiant ressemblait presque à un garçon, désormais dépouillé de ses défenses par la fièvre. La curiosité, chose dangereuse, prit le dessus. Elle tendit la main et la glissa lentement sous son oreiller. Ses doigts effleurèrent de l'acier froid. Elle le retira partiellement. C'était un pistolet, noir et élégant, dont la sécurité était désactivée. Il dormait avec une arme chargée à 2 centimètres de sa tête, même dans sa propre maison, même entouré de gardes. Leora fixa le pistolet, puis l'homme endormit. Il n'était pas seulement un prince dans un château. Il était prisonnier d'une guerre qui ne finissait jamais. Elle glissa délicatement le pistolet sous l'oreiller. Elle s'assit dans le fauteuil à côté de son lit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Le soleil se couchait dehors, projetant de longues ombres rouges sang à travers la pièce. Leora savait qu'elle ne dormirait pas cette nuit-là. Elle surveillerait les écrans. Elle surveillerait de la porte. Elle était le pansement coûteux que l'on avait engagé. Mais en regardant Dante Calloway dormir, elle réalisa qu'elle était aussi la seule chose qui le séparait de l'obscurité. Et pour la première fois depuis longtemps, Leora Mercer n'avait pas peur du noir. Elle se sentait utile, mais elle ne voyait pas la caméra clignoter dans le coin du plafond. La lumière rouge, fixe et immobile, enregistrait chaque geste, chaque mot, et les transmettait à un écran dans ce sous-sol où Salvatore Calloway était assis, faisant tourner un verre de scotch, observant la serveuse et son fils avec une expression calculatrice et indéchiffrable. « Intéressant », murmura Loeb à la pièce vide. « Très intéressant. » L'horloge numérique sur la table de chevet indiquait 3h14 du matin. Le manoir Calloway était un tombeau. Le silence était si lourd qu'il semblait exercer une pression sur les tympans de Leora. Dehors, le vent était tombé, laissant place à un calme qui était en quelque sorte plus inquiétant que la tempête. Leora n'avait pas dormi. Elle était recroquevillée dans le fauteuil à oreilles, une couverture drapée sur les jambes, lisant un livre de poche aux pages cornées qu'elle avait trouvé sur l'étagère, Le Comte de Monte Cristo, une histoire de vengeance. Ça tombait bien. Elle jeta un coup d'œil au lit. Dante dormait d'un sommeil agité. La fièvre était tombée 1 heure plus tôt, le laissant trempé de sueur, mais plus frais au toucher. Il avait repoussé les draps de sa poitrine, se levant et s'abaissant à un rythme qui était enfin, heureusement, régulier. Leora posa son livre et se leva pour s'étirer. Son dos craqua. Elle avait besoin d'eau. Elle marcha doucement jusqu'à la salle de bain attenante. Le marbre était froid sous ses pieds chaussés de chaussettes. Elle s'aspergea le visage d'eau, fixant son reflet dans le miroir doré. Elle ressemblait à un fantôme. Peau pâle, cerne, cheveux emmêlés. « Que fais-tu ici, Leora » demanda-t-elle à son reflet. « Tu es infirmière, pas la femme d'un mafieux. Tu devrais prendre l'argent et t'enfuir. » Mais elle savait qu'elle ne le ferait pas. Pas encore. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était la façon dont Dante l'avait regardé plus tôt, lorsque son délire s'était estompé un instant. Il avait l'air solitaire, d'une solitude profonde qu'elle reconnaissait dans elle-même. Elle s'essuya le visage et retourna dans la chambre. Elle s'arrêta. Les poils de sa nuque se hérissèrent. C'était un instinct primitif, quelque chose de plus ancien que la logique. La porte donnant sur le couloir. Madame Gable l'avait verrouillée de l'extérieur. Leora avait entendu le clic distinct du verrou à 22 heures. La poignée tournait. C'était une rotation lente et pénible. Du laiton frottant contre du laiton, un bruit étouffé, mais audible dans le silence de mort. Leora se figea. C'était peut-être Madame Gable, peut-être le médecin, mais ils auraient frappé. Ils ne se seraient pas faufilés. La serrure s'ouvrit dans un clic. Quelqu'un avait la clé. Leora regarda Dante. Il dormait profondément, sous l'effet des analgésiques qu'elle lui avait administrés 4 heures plus tôt. Il ne se réveillerait pas à temps. La porte s'entr'ouvrit dans un grincement. Un mince rayon de lumière provenant du couloir traversa le tapis persane. Leora ne réfléchit pas. Elle agit. Elle tomba à genoux à côté du lit, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait lui briser les côtes. Elle se souvint de ce que Dante avait dit dans son rêve fiévreux. Sous l'oreiller, elle glissa sa main sous sa tête. Dante remua.
gémissant faiblement, mais il ne se réveilla pas. Ses doigts trouvèrent le métal froid et lourd du pistolet. Elle le sortit. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'avait jamais tenu une arme de sa vie. Elle le saisit à deux mains, les paumes moites. La porte s'ouvrit complètement. Une silhouette entra dans la pièce. Ce n'était pas un garde. Ce n'était pas Salvatore. L'homme était vêtu de noir et portait un masque de ski. Il tenait un pistolet équipé d'un silencieux, un long tube cylindrique fixé au canon. Il se déplaçait silencieusement, levant son arme visant directement Dante Calloway endormi. Il ne vit pas Leora. Elle était accroupie sur le sol, de l'autre côté du lit, cachée par la hauteur du matelas. L'assassin fit un pas vers le lit pour s'assurer de tuer sa cible. Leora se leva. « Hé !» cria-t-elle. Le son déchira le silence comme une grenade. L'assassin se retourna, surpris. Leora appuya sur la détente. Elle ne visa pas. Elle ne se prépara pas. Elle appuya simplement. Bang! Le recul fut violent. Le pistolet rebondit dans ses mains, volant vers le haut, manquant de peu de la frapper au visage. Le bruit était assourdissant, amplifié par la pièce fermée. Elle rata sa cible. La balle brisa la lampe antique sur la table de chevet, projetant des étincelles et des éclats de verre. Mais cela suffit. Dante se réveilla. Il ne se réveilla pas groggy. Il se réveilla violent. L'assassin, désorienté par le bruit et l'obscurité soudaine causée par l'explosion de la lampe, tira un coup de feu dans le vide. La balle heurta la tête de lit à quelques centimètres de l'oreille de Dante. Dante poussa un rugissement de rage pure. Malgré sa blessure, malgré la perte de sang, il se jeta hors du lit. Il percuta l'assassin, le plaquant au sol. Les deux hommes heurtèrent la lourde armoire en chêne. Le pistolet de l'assassin glissa sur le sol. « Léa, baisse-toi !» hurla Dante. Il plaqua l'assassin contre le mur. C'est fait, oh, j'ai mais ses forces l'abandonnèrent. Ses genoux se dérobèrent sous lui lorsque les points de suture sur son flanc se déchirèrent à nouveau. L'assassin, réalisant que sa cible était affaiblie, enfonça son genou dans l'estomac de Dante. Dante s'effondra, haletant, serrant son flanc ensanglanté. L'assassin sortit un couteau de sa ceinture, une lame de combat dentelée. Il le leva, prêt à le plonger dans le cou de Dante. Leora vit le couteau. Elle vit Dante à genoux, sans défense. Le pistolet était toujours dans sa main. Ses oreilles les bourdonnaient. Sa vision se rétrécissait. Elle ne cria pas cette fois-ci. Elle s'avança, pointa le pistolet vers le milieu du dos de l'assassin et stabilisa ses mains tremblantes. En plein milieu, comme dans les films, elle tira. La balle atteignit l'assassin à l'épaule. Il poussa un cri, le couteau lui échappa des mains alors qu'il se retournait et tombait en arrière sur le pouf. Il essaya de se relever, serrant son épaule ensanglantée, les yeux exorbités derrière son masque. Il regarda Leora, puis la porte. Il se retourna pour s'enfuir. « Non, pas question !» grogna Dante. Dante, poussé par l'adrénaline, attrapa le lourd buste en bronze de Jules César sur la commode et le lança. Il frappa l'assassin à l'arrière des jambes. Il tomba lourdement. Avant qu'il ne puisse se relever, le couloir fut inondé de lumière. Des hommes criaient. Des pas lourds résonnaient dans le couloir. Salvatore Calloway fit irruption dans la pièce, suivi de 6 gardes armés. « Dante !» cria Salvatore, son arme à la main. La scène se figea. L'assassin gémissait sur le sol. Dante était appuyé contre le mur, blanc comme un linge, du sang suintant à travers ses bandages, et Leora se tenait au centre de la pièce, vêtue d'une blouse trop grande, les cheveux en bataille, tenant un pistolet fumant à deux mains. Salvatore regarda l'assassin, puis son fils, et enfin la serveuse. Sécuriser le périmètre. Salvatore aboya à ses hommes. 2 gardes attrapèrent l'assassin et le relevèrent brutalement. Dante glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir. Il regarda Leora. Ses yeux gris étaient écarquillés, remplis de choc et d'autres choses, d'admiration. « Toi !» Dante respira, pressant sa main contre son flanc. Leora regarda le pistolet dans sa main. La réalité de ce qu'elle venait de faire la frappa de plein fouet. Elle lâcha l'arme comme si elle était brûlante. Ses genoux se dérobèrent, mais elle ne tomba pas. Salvatore Calloway, plus rapide qu'un vieil homme ne devrait l'être, la rattrapa par le bras. « Du calme, mademoiselle Mercer, » dit Dawn. Sa voix était dépourvue de sa menace habituelle. Elle était sérieuse. « Respire. » Laura aspira bruyamment l'air dans ses poumons. Elle regarda Dante. « Il a essayé de te tuer, » murmura-t-elle. « Oui, » dit Dante, un sourire sinistre effleurant ses lèvres alors qu'il regardait le sang sur ses mains. « Il a essayé. » L'heure qui suivit fut un chaos contrôlé. Leora fut installée sur une chaise dans un coin, tandis que le médecin de la maison,
un homme nerveux et dégarni nommé Dr. Harris, recousait la blessure de Dante dans la chambre. Dante refusa de quitter la pièce. Il refusa de laisser Leora quitter la pièce. Elle reste où je peux la voir, grogna Dante lorsque Salvatore suggéra à Leora d'aller se reposer. La pièce était désormais nettoyée. La lampe brisée avait disparu. L'assassin avait été traîné au sous-sol. Leora ne voulait pas savoir ce qui se passait là-bas. Dante était assis dans son lit, les bandages propres appliqués et une perfusion dans le bras. Il avait l'air épuisé, la peau grise, mais ses yeux étaient vifs et scrutaient la pièce. Salvatore se tenait près de la cheminée, leur tournant le dos, les yeux fixés sur les braises éteintes. « Comment est-il entré ?» demanda Dante. Sa voix était basse, dangereuse. « Nous sommes en train de le découvrir », répondit Salvatore sans se retourner. « L'alarme périphérique ne s'est pas déclenchée, dit Dante. Les chiens n'ont pas aboyé. Les caméras du couloir étaient en boucle et il avait la clé de ma chambre. » Leora serra ses genoux contre sa poitrine. Elle tremblait encore, l'adrénaline retombant, la laissant frigorifiée. « C'était un coup monté de l'intérieur, dit Dante. Ce n'était pas une question. » Salvatore se retourna alors. Son visage était un masque de pierre. « Oui. Qui? » « Vincent. » Dante tressaillit comme s'il avait reçu une gifle. « Vinny, mon chef de la sécurité. Il est avec nous depuis 10 ans. C'est lui qui m'a appris à tirer. »« L'argent change les gens, dit simplement Salvatore. Nous avons trouvé le virement de 2 millions sur un compte offshore au Caïman effectué hier matin. Il a désactivé les alarmes et donné la clé au tueur. »« Où est Vincent maintenant? » demanda Dante. « Il est dans le coffre d'une voiture en route pour le Marais, » répondit Salvatore. « Il ne posera plus de problème. » Leora sentit la bile lui monter à la gorge. Elle se couvrit la bouche et détourna le regard. C'était leur réalité. Trahison, meurtre, élimination. Pour eux, c'était une transaction commerciale. « Et l'assassin, demanda Dante, un freelance engagé par les Rousseau. Ils ont senti le sang dans l'eau après que vous ayez été blessé la semaine dernière. Ils voulaient finir le travail. » Salvatore s'approcha du lit. Il regarda Dante, puis il tourna son regard vers Leora. Il marcha vers elle. Leora se raidit, se calant dans sa chaise. Salvatore s'arrêta devant elle. Il baissa les yeux. « Vous n'aviez jamais tenu une arme avant ce soir, n'est-ce pas? »« Non, » murmura Leora. « Vous avez raté votre premier tir de 90 centimètres. Vous avez failli toucher l'oreille de mon fils. Je suis désolé. » Le deuxième tir, cependant, poursuivit Salvatore en baissant la voix, lui paralysant l'épaule. Cela lui a sauvé la vie. Il fouilla dans sa poche. Leora tressaillit, s'attendant à voir une arme. Au lieu de cela, il sortit un chéquier. Il écrivit rapidement quelque chose, déchira la page et la lui tendit. « 100 000 $, dit Salvatore. « Indemnité de départ? » Leora fixa le chèque. C'était plus d'argent qu'elle ne pouvait imaginer. « Indemnité de départ? » demanda-t-elle. « Vous avez terminé, » dit Salvatore. « Cette vie n'est pas pour les civils. Ce soir, c'était un avertissement. La prochaine fois, ils ne rateront pas leur coup. La prochaine fois, ils tueront aussi les témoins. Vous êtes un risque, mademoiselle Mercer, et vous êtes en danger. » Il posa le chèque sur la petite table à côté d'elle. « Le chauffeur vous attend en bas. Il vous ramènera chez vous. Ne revenez pas, c'est pour votre bien. » Salvatore se retourna pour partir. Leora regarda le chèque. C'était la liberté. C'était 5 ans de dialyse payés pour sa mère. C'était la sécurité. Elle se leva, les jambes tremblantes. Elle tendit la main vers le chèque. Non. Le mot était calme, mais il arrêta Salvatore à la porte. Dante était assis en avant, grimaçant alors qu'il tirait sur la perfusion. « Elle ne part pas, » dit Dante. Dante avertit Salvatore, haussant le ton. « C'est une serveuse. Elle a failli se faire tuer ce soir. Tu ne peux pas la garder ici comme un animal de compagnie. »« Ce n'est pas un animal de compagnie, » cria Dante, la voix cassée. « C'est la seule personne dans cette maison qui n'est pas sur la liste des salariés. Vinny était sur la liste des salariés. Les gardes sont sur la liste de paie. Ils peuvent tous être achetés. » Dante pointa un doigt tremblant vers Leora. Elle n'avait pas besoin de tirer. Elle aurait pu se cacher. Elle aurait pu s'enfuir. Abel est traité. Elle s'est battue. Dante regarda Leora, les yeux suppliants. « Ne pars pas. » Leora resta figée. Elle regarda le chèque, puis la porte, puis Dante. Il avait l'air brisé. Le prince de la mafia, puissant et terrifiant, avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui avait été trahi par son frère d'armes, qui saignait et était entouré de requins, demandant à la seule personne en qui il avait confiance de rester. « Dante, ton père a raison, » dit Leora doucement. « J'ai failli mourir. J'ai peur. Je sais, dit Dante. J'ai peur, moi aussi. » Cette confession resta suspendue dans l'air.
Un Calloway n'admettait jamais sa peur. « Je doublerai la somme, dit Dante désespérément. Je paierai le traitement de ta mère. Je la ferai transférer dans la meilleure clinique de Suisse. Je la ferai surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne ne la touchera. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas seul ici avec eux. » Il regarda son père d'un œil froid. « Si elle part, je m'en vais, » menaça Dante. « J'arracherai ses pointes de suture, je franchirai cette porte et tu ne me reverras plus jamais. » Salvatore regarda tour à tour son fils et la jeune fille. Il vit le désespoir dans les yeux de son fils. Il vit l'hésitation dans la posture de la jeune fille. L'aube soupira, un son lourd et fatigué. Il regarda Leora. « Le choix vous appartient, mademoiselle Mercer. Prenez l'argent et vivez une longue vie ennuyeuse, ou restez, et je ne peux pas vous promettre que vous verrez le prochain Noël. » Leora regarda le chèque. $100 000. Puis elle regarda Dante. Il se tenait le côté, le visage pâle, la regardant comme si elle était la seule bouée de sauvetage dans un océan où il se noyait. Elle repensa à sa vie d'avant. Les taches de graisse, les cris de Gisèle, le poids écrasant de la pauvreté, l'invisibilité. Ici, elle n'était pas invisible. Ici, elle était terrifiée. Oui, mais elle était en vie. Leora prit le chèque. Le visage de Dante s'assombrit. Il détourna le regard, vaincu. Leora déchira le chèque en deux. Le bruit du papier déchiré résonna dans la pièce. Elle le déchira encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des confettis. Elle laissa les morceaux flotter sur le sol. « Je ne suis pas une mercenaire, » dit Leora d'une voix tremblante mais ferme. « Je suis votre infirmière. Vous n'êtes pas encore guéri. » Elle retourna vers le lit. Elle ajusta son oreiller. Elle vérifia sa perfusion. « Allongez-vous, » ordonna-t-elle. « Votre rythme cardiaque s'accélère. » Dante la regarda. Un sourire lent et incrédule se dessina sur son visage. Il atteignit ses yeux, les illuminant. « Oui, madame, » murmura-t-il. Salvatore les observa un instant. Il ne sourit pas, mais hocha la tête une fois, dans un geste microscopique d'approbation. Il se retourna et sortit, refermant la porte derrière lui. Leora s'assit sur la chaise à côté du lit. « Tu es idiote, » dit Dante doucement, tendant la main pour prendre la sienne. Sa prise était faible, mais chaleureuse. « Je sais, » répondit Leora en lui serrant la main à son tour. « Maintenant, tais-toi et dors. » Mais alors qu'elle était assise là, tenant la main du fils du diable, Leora savait la vérité. Elle n'était pas restée pour le travail. Elle n'était même pas restée pour la sécurité. Elle était restée parce que pour la première fois de sa vie, elle avait le sentiment d'avoir trouvé sa place, même si celle-ci était au centre d'une cible. 6 mois plus tard, Victoria's rouvrait ses portes. Le restaurant avait été fermé pour rénovation, ce qui était le mot de code des Calloway pour désigner une guerre des gangs. La famille Rousseau avait été démantelée pièce par pièce dans un conflit qui avait ébranlé Chicago jusqu'à ses fondations. Ce soir-là, l'air ne sentait plus la peur. Il sentait la victoire. Leora se tenait devant le miroir en pied dans le penthouse du domaine Calloway. Elle ne portait pas d'uniforme blanc ni de tablier trop grand. Elle portait une robe longue en soie émeraude fendue haut sur la cuisse. Autour de son cou, elle portait un collier ras du cou en diamant qui coûtait plus cher que l'immeuble dans lequel elle vivait auparavant. « Tu as l'air dangereuse. » Une voix grogna depuis l'embrasure de la porte. Dante était appuyé contre le cadre. Il avait changé. La maigreur due à sa blessure avait disparu, remplacée par la carrure impressionnante d'un homme à l'apogée de sa forme. Mais la cicatrice était toujours là, sur son flanc, souvenir irrégulier de la nuit où elle l'avait sauvé. Il s'approcha, enroula ses bras autour de sa taille et enfouit son visage dans son cou. « Tu es prête à y retourner ?» demanda-t-il doucement. « Sur les lieux du crime. » Leora sourit, se retournant dans ses bras pour ajuster son nœud papillon. « Je n'ai pas peur de Victorio, Dante. Il m'appartient désormais. » C'était vrai. En guise de cadeau de mariage, bien que celui-ci fût encore secret, Salvatore lui avait transféré l'acte de propriété du restaurant. Ils prirent l'ascenseur pour descendre au garage. Cette fois-ci, personne ne s'assit à l'arrière avec eux. Dante conduisait. Quand ils arrivèrent au restaurant, les paparazzi étaient en effervescence. Les flashs les aveuglaient tandis que le voiturier ouvrait la porte. Dante sortit le premier, boutonnant sa veste, ses yeux scrutant la foule avec ce regard habituel de prédateur. Il tendit la main vers elle. Leora la prit. Alors qu'il franchissait les lourdes portes en chaîne, la salle devint silencieuse, comme lors de la première soirée. Mais cette fois, le silence n'était pas pour les Calloway. Il était pour elle. Le personnel était aligné. Au fond, Leora vit un nouveau directeur qui tremblait légèrement. Gisèle était partie depuis longtemps.
La rumeur disait qu'elle travaillait dans un restaurant dans l'Ohio, terrifiée à l'idée de remettre les pieds dans l'Illinois. Ils se dirigèrent vers la section VIP, la même table où il s'était effondré. Dante ne s'assit pas. Il resta debout près de la corde de velours, attendant que toute la salle ait les yeux rivés sur lui. Il attira Leora vers lui, posant sa main de manière possessive sur le bas de son dos. Il prit une coupe de champagne et éleva la voix, faisant taire les quelques murmures qui subsistaient. Il y a 6 mois, annonça Dante d'une voix qui porta jusqu'au fond de la salle. Une femme a été licenciée dans cette salle. Les invités échangèrent des regards nerveux. Elle a été licenciée pour avoir enfreint une règle, poursuivit Dante, les yeux rivés sur ceux de Laura. La règle était « Ne touchez pas au Calloway ». Il fit un pas vers elle, envahissant son espace, dégageant une chaleur intense. « Ce soir, j'établis une nouvelle règle pour cette ville. » Il se pencha vers elle, effleurant son oreille de ses lèvres, mais parlant suffisamment fort pour que les tables à l'avant puissent l'entendre. Personne ne la touche à part moi. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de convenance. C'était un baiser profond, possessif et féroce. Lorsqu'ils se séparèrent, Leora regarda la salle stupéfaite. Elle vit la peur, le respect et la crainte. Elle n'était plus serveuse. Elle n'était plus infirmière. Elle était celle qui tenait dans l'Est l'homme le plus dangereux de Chicago. Elle prit un verre de vin, regarda le nouveau directeur tremblant et sourit. « La table 4 a besoin d'être resservie », dit Leora d'un ton froid. « Allez, allez. » Et c'est ainsi que Leora Mercer est passée du service du vin à la propriété de la cave. Cela nous rappelle de manière terrifiante que parfois, le pire jour de votre vie est en fait le premier jour de votre nouvelle vie. Leora a été licenciée pour un simple acte de gentillesse, pour avoir vu un être humain là où tout le monde voyait un monstre. Elle ne savait pas que cette prise lui coûterait son emploi, mais lui ferait gagner un empire. Dans le monde des Calloway, la loyauté est la seule monnaie qui compte. Leora n'avait ni relations financières ni âme. Elle avait juste le courage de rester alors que tout le monde s'enfuyait. Elle a prouvé que même dans une ville gouvernée par des loups, parfois, la personne la plus dangereuse est celle en qui le loup a confiance. Je voudrais savoir ce que vous auriez fait à la place de Leora lorsque Salvatore lui a proposé un chèque de 100 000 $ pour qu'elle parte et ne revienne jamais. Soyez honnête. Auriez-vous pris l'argent et fui, ou l'auriez-vous déchiré pour rester avec le dangereux Dante Calloway? Faites-moi part de votre choix dans les commentaires ci-dessous. Équipe Argent ou Équipe Dante. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer l'histoire de la semaine prochaine, qui met en scène un milliardaire, un faux mariage et une trahison bien réelle. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.